raison de l'augmentation incontrôlée de la dette et du déficit budgétaire. Cela s'accompagne même d'une mise sous surveillance. Toutefois, dans la même journée, le Fonds monétaire international, par la voix de sa porte-parole Julie Kozacs, s'est félicité de l'audit général des finances publiques, saluant l'engagement des autorités pour plus de transparence. Était-ce un pari trop risqué pour nos autorités de dévoiler au monde l'état de nos finances publiques? Vous venez de dire, en fait, l'essentiel, la quintessence même de ces autorités de surveillance pour nos pays. D'une part, effectivement, le devoir de vérité a manqué au Sénégal pendant très longtemps, et en tout cas sur des questions extrêmement sensibles, en ce sens que les montants qui étaient annoncés étaient très très éloignés de la réalité. Et on a vu des pays qui ont modifié, qui ont camouflé leurs chiffres, ce genre disons de paramètres de leur économie, et qui en ont payé des prix extrêmement forts. On peut citer notamment la Grèce. Et de dire que pour le Sénégal et pour tous ces pays qui se comportent ainsi, ce n'est qu'une question de temps. Parce que la réalité rattrapera forcément ces chiffres camouflés, et le retour de bâton ne sera que plus dur. D'autre part aussi, au Sénégal, on extrapole des choses qui sont un peu nos valeurs, à savoir qu'il faut toujours être bien saillant, il faut toujours bien parler. Oui, et qui petit à petit finissent par ne plus cacher, avoir pour conséquence de cacher la vérité et de ne pas dire les choses. Et puis maintenant, on en est arrivé à être heurté par la vérité. Donc les Sénégalais sont heurtés quand quelqu'un ose dire les choses telles qu'elles sont. Or, il ne s'agit pas de convention dans la famille ou entre nous, dans le relationnel. Il s'agit de l'économie qui a un impact sur l'emploi, sur la santé, sur l'éducation. Et donc, sur la confiance des investisseurs aussi. Et sur la confiance, je viendrai un dernier point là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est toujours posé la question de tous ces chiffres qu'on nous annonce. Et de notre côté, le taux de pauvreté qui augmentait n'en voyait la preuve par le nombre de familles éligibles aux revenus universels. Alors, à un moment, on nous parlait de croissance extravertie qui faisait que ça ne bénéficiait pas forcément. Il n'y a pas que ça, et ça encore, ce n'est pas fini, puisqu'il faut du temps pour le corriger, il faut l'admettre. Mais il faut dire qu'au niveau interne même, les chiffres qui étaient annoncés, on se posait toujours la question, mais comment ça se fait que toutes ces valeurs qui augmentent, ce qu'on appelle en informatique, ces compteurs, ces KPI qui augmentent, alors que dans la vie de tous les jours, on ne le sent pas. Donc, c'est ces deux facteurs, économie extravertie, mais aussi manque de sincérité dans les chiffres. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, ces bailleurs avec qui nous sommes obligés de faire affaire, parce que nous sommes encore des pays qui n'avons pas beaucoup de ressources propres, pour être en autarcie, ce n'est pas possible dans ce monde, encore plus pour nous. Salue cet exercice de sincérité dans la reddition des comptes. Et donc, il faut savoir que passer ce moment, effectivement, de coût de baisse de la notation, il y aura un contre-coup qui sera le fruit donc, de plus de sincérité dans les chiffres, mais aussi de travail qui viennent se traduire par une augmentation de facteurs sur la santé, sur l'économie, sur l'éducation, et qui aura un moment de remous. Moi, j'ai été dans une entreprise qui avait eu des milliards et des milliards d'euros de dettes, qui a été accompagnée par l'État avec un plan extrêmement dur, et qui par la suite, maintenant, est devenu un fleuron mondial. Donc, ces notations, il faut le voir dans le temps, et il faut voir comment arriver à corriger ce qui nous vaut ces mauvaises notes. Alors, la note Moody's évalue la solvabilité d'un emprunteur et indique le risque de défaut de paiement. Alors, la dégradation de cette note risque-t-elle de rendre plus difficile la gestion de la dette? Forcément, parce que quand on regarde déjà le ratio des paiements de la dette sur le budget global, ben forcément, c'est quelque chose de très lourd et qui vient se ressentir dans ce qui peut être mis dans le social ou dans l'investissement. S'y ajoute que ce déficit de trésorerie
fait que nous allons emprunter, ce qui encore, c'est le cycle de la dette qui augmente, que ce soit des eurobonds, que ce soit d'autres modes de solutions de financement, ça se traduit toujours par de la dette. Mais c'est dans le temps aussi, hein, c'est un État. Et à côté de ça, nous avons de nouvelles ressources. Hein. Nous avons le gaz qui va arriver, qui va impacter. Nous avons aussi la confiance parce que dans ces notations, dans ces agences, une bonne partie, comme dans la bourse, une partie est dans l'immatériel, c'est la confiance. La confiance, c'est pas de dire celui-là est pauvre, celui-là est riche, c'est de dire celui-là, les 100 francs qu'il a, il les gère bien. L'autre, il a 1000 francs, mais c'est un pays extrêmement corrompu où les 500 francs entrent dans les poches de quelques personnes et finalement, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir investir et produire de quoi rembourser la dette. Alors, Donc, oui. cette partie de la confiance viendra s'ajouter à notre capacité et à lever des fonds et aussi à la confiance que notre pays inspire aux bailleurs. Est-ce que cela n'aura pas un impact sur votre capacité à financer des projets de développement phares alors que les emprunts internationaux pourraient coûter plus cher à notre pays? Nous avons des inquiétudes parce qu'effectivement, nous faisons partie d'un écosystème mondial où effectivement, il y a des agences, il y a des pays qui pilotent ces agences, il y a des institutions. Mais si on prend par exemple, on est toujours beaucoup plus trop sévère avec nos pays. Il y a le Lehman Brothers. Je veux dire, c'est peut-être, si on regarde ses capacités de chiffre d'affaires et d'investissement, c'est tous les pays de l'UEMOA inclus qui font même pas peut-être la moitié de ce qu'il est capable de faire. Eh bien, ils ont été en faillite pour mauvaise gestion. Et l'État américain les a soutenus et les a obligés à se restructurer pour se lever. Alors, je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit d'un pays africain, quand il s'agit de nos pays, que nous-mêmes, nous soyons encore plus sévères, ou bien on n'a pas compris que ces pays-là, comment ça fonctionne. Il y a une partie de lobbying. Plus inquiet, puisque notre situation ça revient à la même chose. Il y a des économistes qui sont là, et moi je lis régulièrement leurs contributions, qui nous font l'analyse de notre pays au sein de l'UEMOA, de notre pays au sein de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine et de nos partenaires, le Club de Paris et tout ça. Et je vous assure qu'il y a de quoi se dire quand même qu'il va falloir changer de paradigme économique, mais nous ne sommes pas comme le Venezuela a pu l'être à un moment, un État qui peut être en faillite. Nous sommes loin de là. Nous avons des perspectives, nous avons une force de la jeunesse qui en veut et qui travaille nuit et jour pour changer le Sénégal. Et moi, j'ai entièrement confiance en me disant que ça va être difficile, forcément. Et c'est le prix à payer. Et c'est ça la réalité du Sénégal. Et de se dire qu'il y a près de 70% qui vivent ces difficultés depuis la nuit des temps. Et qu'il y a peut-être un 30% qui arrivent à faire des affaires, qui ont un salaire et qui arrivent à s'en sortir. Et que tout le reste, et pourtant nous partageons ces revenus, mais surtout, nous partageons les dettes. Parce que les revenus, on ne les partage pas toujours, mais les dettes, on les partage. Et ça se ressent beaucoup plus. Comme les 900 000 que doivent chaque Sénégalais. Par exemple, on nous dit que nous devons ces 900 000, c'est une façon arrondie de dire que nous avons un déficit évidemment rapporté à la population. Mais ce qui est sûr, c'est que ces milliardaires qui sont sortis comme des champignons au Sénégal, un peu partout, les locaux que vous occupiez ou précédemment, il y a quelques semaines, vous avez vu tous les immeubles qui ont été construits. Il y a énormément de gens qui se sont enrichis. Et ça, ils gardent ça pour eux et pour leur descendance. Par contre, les dettes, tout le monde les partage. C'est ça qui aujourd'hui est contente de remettre en question pour mettre un autre mode de fonctionnement. Et il y a de la résistance. Il y a des gens qui sont déterminés à ce que ça continue et que ce soit toujours cette poignée de personnes qui nous expliquent que nous ne sommes pas spécialistes du pétrole et du gaz, nous ne sommes spécialistes de rien. Ils deviennent milliardaires pendant que les gens qui sont censés des gens qui incarnent le système. Rien. Vous parlez de gens qui incarnent le système. Évidemment, et qui se battent pour revenir dans le système pour